population doit travailler davantage. Quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Et toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins. Si on se compare aux Allemands sur les 15 dernières années, si on se compare aux Américains. Doit-on travailler plus? Vous venez de l'entendre, c'est une nécessité pour Emmanuel Macron. Dans sa conférence de presse, le président assure qu'il faut travailler plus pour financer les dépenses liées au vieillissement de la population et à la dépendance qui coûte cher à l'État. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique avec nos trois invités. Yves Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Chôme Actif. Oui. C'est une association pour l'accompagnement des chômeurs à Clermont-Ferrand. Exactement. Francis Charbonnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises dans le Puy-de-Dôme et vous dirigez une chaîne de 10 magasins de sport dans les Alpes, mais chaîne dont le siège est à Clermont-Ferrand. Enfin, Valérie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT pour les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l'Allier. C'est ça. À mes côtés, Aurélie Albert. Bonjour. Alors, vous observez pour nous la presse, les réseaux sociaux, où une question circule beaucoup. Serions-nous des travailleurs plus paresseux que nos voisins européens ? Après, le grand débat, c'est le grand flou. Effectivement, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux et les chiffres. Nous devons travailler plus parce que nous ne travaillons pas assez selon le gouvernement. Et pourtant, c'est faux. Eurostat, la direction chargée de l'information statistique à la Commission européenne, a mené l'enquête. Comme vous le voyez, en 2018, les Français travaillaient 37,3 heures par semaine. La moyenne européenne est de 37,1 heures. Une heure, nous travaillons plus que nos voisins britanniques avec 36,5 heures et encore les Allemands avec 34,9 heures. Alors les Français sont peut-être moins productifs. Selon Eurostat encore, nous serions 14 points au-dessus de la moyenne européenne, 114,8 contre 100. D'ailleurs, selon certains économistes, si les Français étaient moins productifs, le chômage serait plus faible. Les entreprises devraient donc embaucher plus de salariés pour la même charge de travail. Ça vient peut-être de nos jours fériés, mais pas vraiment. Nous avons 11 jours fériés par an. Nous sommes dans la moyenne. Les Grecs, les Polonais et les Italiens en ont, eux, 14, 13 et 12. Alors, Francis Charbonnel, on vient de le voir, les Français travaillent et ils sont productifs. Pourquoi travailler plus alors ? Alors déjà, c'est bien que les Français travaillent. On peut s'en féliciter et s'en réjouir, parce que sans travail, il n'y a pas de création de richesse. Sans création de richesse, il n'y a pas d'emploi. Et de toute façon, le système ne fonctionne pas. Alors les stats, c'est bien. Les chiffres, c'est intéressant, mais il y a les faits. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation de marasme économique qui est avérée. Donc, il y a forcément un problème. Alors, c'est pas le nombre d'heures, c'est pas la productivité. Est-ce que ce sont les dépenses de l'État où, justement, même en travaillant beaucoup par rapport à nos voisins, on n'arrive plus à remplir les caisses de l'État ? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on ne peut pas rester dans une situation comme c'est le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a le phénomène des gilets jaunes, il y a des désaccords qui sont profonds, il y a des vraies situations aussi compliquées, aussi bien pour les salariés aussi que pour les entreprises. Et c'est pas avec quelques chiffres qu'on trouvera des solutions. Je dirais qu'aujourd'hui, on est tous amenés... Solutions ? Alors déjà, travailler plus, par exemple, dans votre propre entreprise, ça serait ce que vous pouvez proposer ? Nous, on est liés à une activité qui est saisonnière. Donc, si on n'est pas ouvert le premier jour de la saison jusqu'au dernier jour de la saison, forcément, on passe à côté. Donc, on est tenu, puisque nous, on joue notre chiffre d'affaires sur à peu près 17 semaines. Donc, si on n'est pas ouvert pendant ces 17 semaines, ça ne fonctionne pas. Donc, travailler plus, c'est un petit peu, c'est difficile. Peut-être travailler mieux. Peut-être aussi, on pourrait envisager d'avoir un peu plus de personnel si on en avait les moyens pour satisfaire mieux nos clients et mieux les servir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la vraie question qui est posée, c'est plus un combat entre salariés et patrons, c'est de trouver ensemble les moyens qui vont nous permettre de redresser la situation. Alors, Valérie Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord
vous, CFDT, sur un avec cette proposition. Sur un certain nombre de points, en effet. Faut-il travailler plus ? Non. Depuis toujours, on est dans une logique de diminution du temps de travail, liée aussi aux technologies, aux techniques, etc. Donc, travailler plus, non. Travailler mieux et travailler tous, oui. Là, on se rejoint. En effet, il y a certainement un certain nombre de choses à faire, de discussions, de dialogue social. C'est les salariés qui sont au cœur de leur métier et qui doivent discuter avec les partenaires sociaux et apporter des accords d'amélioration, de qualité de vie au travail, etc., pour qu'effectivement, il y ait un emploi durable, sortir de la précarité, mais on travaille mieux, avec plus d'enthousiasme et tout le monde s'y retrouve. Alors Yves Guédon, vous êtes donc à la tête de cette association qui aide et accompagne les chômeurs. Cette idée de travailler plus, qui est apparue lors de cette conférence de presse, comment ils le ressentent ? Alors tout d'abord, je dois dire que je partage tout à fait ce qui a été dit avant que j'intervienne. Il faut travailler tous, et en effet peut-être mieux. Il est évident qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas mettre au même niveau des salariés, du privé, et notamment des artisans, des commerçants. Moi, je suis d'accord aussi. Mais aujourd'hui, il s'agit de travailler différemment, et surtout tous. Il y a dans ce pays, aujourd'hui en France, non pas 9% de gens au chômage, plutôt de gens privés d'emploi, mais 18% de privés d'emploi. Tout au moins 18% de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui travaillent soit pas du tout, soit qui travaillent uniquement sur des contrats très précaires. Aujourd'hui, 30% des contrats précaires sont des contrats à la journée. Donc on ne peut pas aujourd'hui défendre de travailler plus quand il y a autant de gens qui sont en situation aujourd'hui de mal-emploi. Alors il y a des économistes de l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui disent que l'idée d'un travail délimité aujourd'hui par des horaires est largement dépassée. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de déconstruire le travail, là, la notion de travail ? C'est-à-dire faire un nombre d'heures, pouvoir le dépasser dans une totale flexibilité. Qui veut réagir ? Alors, effectivement, on voit qu'avec les nouvelles technologies dont vous parliez tout à l'heure, ça a bouleversé le monde du travail. Je prendrai juste un exemple dans notre profession. Avant, les gens venaient louer les skis dans les magasins. Aujourd'hui, ils passent par Internet. Ça a fait la révolution. Ça a complètement changé nos process de fonctionnement. Il a bien fallu qu'on s'y adapte. Donc, effectivement, les nouvelles technologies peuvent donner des solutions. Télétravail, travailler à certains moments de la journée, parce qu'il y a des gens qui doivent rendre un boulot, mais on n'est pas lié à un horaire. Nous, on est quand même liés, et beaucoup de professions sont liées à des horaires. Un magasin, c'est ouvert de telle heure à telle heure pour recevoir les clients. Une industrie, il faut qu'elle produise. Donc là, on ne peut pas délocaliser, on ne peut pas faire du télétravail pour tout ou aménager pour tout. Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Moi, je voudrais juste répondre tout à l'heure en disant travailler tous, mais bien sûr qu'on souhaite que tout le monde travaille. Mais on a fait une tentative de partager le temps de travail avec les 35 heures. Aujourd'hui, est-ce que ça a créé de l'emploi ? Non, ça n'a pas créé de l'emploi. Si ça avait créé de l'emploi, on aurait continué. Sauf que on a toujours autant de chômeurs avec les 35 heures, voire plus, que quand on était à 39 heures. Il y a peut-être des questions à se poser sur le fait qu'on ne peut pas créer de richesse sans productivité, sans travail. Ça serait génial. Moi, j'aimerais bien travailler moins aussi. Les 35 heures ont quand même créé des emplois. Bah, écoutez, je sais pas. Le chômage n'a fait qu'augmenter. Donc, si ça a créé ça a créé. Non, là-dessus, je suis pas d'accord. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause les 35 heures. On vient de dire qu'y compris, il y a des possibilités de diminuer encore le temps de travail pour partager le travail, mais simplement qu'il soit de meilleure qualité, travailler mieux, que la précarité, on peut en sortir. Simplement, il faut arrêter de faire subir cette précarité. Il faut qu'elle soit vraiment choisie. Et que si on avait été plus dans l'anticipation et si tout le monde avait joué le jeu, on aurait pu créer beaucoup plus d'emplois. Aujourd'hui, c'est démontré, on produit autant, si ce n'est plus, qu'avant, et avec moins de temps. Yves Guédon, pour Chômage Actif. Alors, il est vrai que les 35 heures ont permis la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois. Alors, comment expliquez-vous la hausse du chômage permanent ? Il n'y a pas eu de période comme celle-ci, aussi florissante, je dirais, et aussi intéressante par rapport à l'époque des gens au chômage, des gens privés d'emploi, que cette période-là. Alors, bien sûr, la productivité continue sans arrêt d'augmenter. Aujourd'hui, par exemple, une étude sortie tout récemment, Conseil national numérique, nous dit aujourd'hui qu'il y a énormément d'emplois qui vont encore disparaître du fait du numérique, du fait de la robotique, etc.
Alors, moi, je dirais, c'est pas la seule cause non plus. Il y a d'autres raisons à tout ça. Moi, je reviens aussi toujours pareil à l'injustice fiscale et sociale aujourd'hui. Il y a une grande injustice fiscale qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est, je dirais même pas le classe moyenne. C'est une grande partie des Français qui, aujourd'hui, ont un pouvoir d'achat qui s'affaiblit chaque année. Et à la sortie, forcément, la croissance s'en ressent. Vous avez vu récemment, il n'y a pas longtemps, par exemple, le fait d'augmenter un peu le pouvoir d'achat grâce aux gilets jaunes à la fin de l'année, ça a permis une meilleure croissance. Donc on voit bien qu'il y a un problème à ce niveau-là de croissance. Mais ce n'est pas le seul problème non plus. Aujourd'hui, on n'investit pas assez dans le productif. C'est pour cela que moi, je ne crois pas qu'il y ait de différence entre nous, les artisans et commerçants, et petites et moyennes entreprises, parce que, encore une fois, vous êtes souvent soumis aux donneurs d'ordre, notamment des grandes industries, des grandes boîtes, l'oligarchie financière, qui investit pas assez, justement, pour créer de l'emploi, mais souvent, le plus simple, qui spécule. 70% pratiquement des bénéfices s'en vont aux dividendes, aux actionnaires, et non pas à l'investissement, ni aux salariés. Alors, Francis Charbonnel, vous allez répondre. Vous n'investissez pas assez, vous ne créez pas assez d'emplois dans les nouveaux domaines, par exemple les emplois durables, les emplois verts, les emplois liés au digital. Nous, on investit dans les emplois blancs, la neige. Hein, oui. Mais bon, pour reprendre... Par des PME en général du Puy-de-Dôme. Ouais. Alors en fait, d'abord, il y a des actions qui sont de tous les gouvernements qui peuvent être extrêmement intéressantes. Il y avait eu une mesure qui avait été prise pour, vous savez, c'était pour le suramortissement. Avec les 40%, je crois, qui avaient été faites par sous Hollande et qui avaient redonné une capacité d'investir, puisque justement, en fait, vous achetiez 100 et vous passiez en amortissement 140. Bon, ça, c'était une bonne mesure. Ça a dopé. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Quand il y a des mesures intelligentes et surtout facilement applicables, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que nos têtes pensantes, en fait, je pense que tout le monde veut bien faire. Mais après, il y a la réalité du terrain. Et le problème, c'est que l'adaptation de beaucoup de mesures qui sont des bonnes idées, qui sont des bonnes mesures, elles sont perdues dans un océan de bonne volonté, mais ça n'arrive pas à être mis en pratique au niveau du terrain. Bon, après, je veux répondre à quelque chose parce que très rapidement, mais c'est important. Quand vous parlez d'emploi précaire, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que moi, je préférais que les gens travaillent à temps complet, qui est le plein emploi, les 30 glorieuses, qu'on y revienne. Ça serait vachement plus simple pour tout le monde. Ça serait super confortable et tout le monde serait heureux. Sauf que, est-ce que vous pensez que moi, j'embauche quelqu'un sur une petite durée, une courte durée, juste pour me faire plaisir? Non, c'est parce que j'en ai besoin. Tout simplement. Alors, si on n'a pas cette adaptabilité aux fluctuations de la vie, aux fluctuations des périodes d'activité, pas d'activité, dans le commerce à Noël, je suis désolé, il y a plus de monde qui vient dans les magasins, on a besoin de personnel. Alors après, si les entreprises sont pénalisées parce qu'elles embauchent sur des contrats de courte durée, je vous rappelle aussi quand même que juste pour terminer, c'est important, l'État est quand même le champion du monde des contrats courts et des emplois précaires aussi. Hein. Alors, donc c'est quand même... voilà. Mais on n'embauche pas pour le plaisir d'embaucher des contrats courts. Voilà. Très bien. Alors, on a vu que travailler davantage, c'était une nécessité pour répondre à l'allongement de l'espérance de vie. Donc, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Mais avec un taux de chômage de 9%, est-ce pertinent, Aurélie ? Alors oui, le chômage, cette préoccupation numéro 1 des Français est devenue le grand oublié du grand débat. Parce que oui, travailler c'est une chose, mais certains veulent travailler tout simplement, comme vous l'avez dit. Ne l'oublions pas. Mais nous sommes condamnés à un taux élevé de chômage. Devons-nous être résignés au chômage de masse? Il est vrai qu'au premier trimestre, le chômage a reculé timidement en Auvergne, mais il touche encore plus de 106 000 personnes dans les 4 départements, toutes catégories confondues. Mais pas d'inquiétude, Emmanuel Macron a travaillé pour nous. Il a fixé le cap du plein emploi d'ici 2025 avec un objectif à moyen terme, un taux de 7% d'ici la fin du quinquennat. Nos amis anglais et allemands ont déjà atteint la barre du plein emploi avec un taux de chômage en dessous de 4%. Mais le cheval de bataille d'Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'assurance chômage, durcissement des conditions d'indemnisation, plus de contrôle, bonus-malus pour lutter contre
contre le recours abusif aux contrats très courts. Il faut travailler, ça, ne l'oublions pas. Et c'est pour ça aussi qu'il veut mettre en place un revenu universel d'activité et réformer la participation et l'intéressement dans les entreprises. Alors Yves Guédon, est-ce que ces mesures seront suffisantes pour créer de l'emploi? Est-ce que c'est ça que les demandeurs d'emploi recherchent, en fait, Alors, attendent? s'il s'agit d'un revenu universel obligatoire, ça se met déjà en place dans certains départements. Nous, on est contre, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui les personnes qui se retrouvent au chômage seraient obligées de prendre n'importe quel travail, même pas adapté à leur formation initiale, de quel droit? Ou à ce moment-là, tout le monde, à ce moment-là, partage. Pourquoi ça serait réservé, encore une fois de plus, aux personnes privées d'emploi d'accepter n'importe quel boulot? Je rappellerai quand même aussi, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui touchent l'assurance chômage touchent extrêmement peu. La moyenne, je crois, c'est 200 €. Mais une majorité ont moins de 1 000 €. Si on rajoute à toutes les personnes qui sont au chômage, qui ne touchent pas l'assurance chômage, mais qui sont bénéficiaires du RSA, des minima sociaux en général, c'est autour de 500-600 € par mois. Comment aujourd'hui, sincèrement, on peut vivre, et en plus avec une famille, avec des revenus aussi bas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. On n'en parle pas assez, parce qu'on va le cumuler d'année en année. Si les gens travaillent avec des salaires petits, ça va les suivre jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, on est de nouveau avec des gens retraités, avec des salaires, enfin des retraites extrêmement basses. C'est pareil pour les artisans. On trouve des artisans aujourd'hui, des commerçants, se retrouvent avec des retraites de 700 € par mois. Alors, on ne peut pas vivre avec cela, c'est pas possible. Tout à fait. Alors on va laisser la parole à Valérie Guillaume pour la CFDT sur cet objectif de plein emploi 2025 et les mesures voulues, notamment pour la réforme de l'assurance chômage. Vous y croyez? C'est possible, cet objectif de plein emploi? Est-ce que c'est le bon objectif? Alors, il y a des possibilités de plein emploi. On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des choses à anticiper, des choses à revoir. Il y a des possibilités dans les nouvelles technologies, y compris dans l'écologie, etc. Par contre, je tiens à revenir sur le fait qu'il est hors de question pour la CFDT, qui est double peine pour les demandeurs d'emploi. Ils subissent, je rappelle qu'ils subissent la situation. Ils ne l'ont pas voulu. Et après, ils n'obtiennent pas une aide de l'État, c'est pas nos impôts. C'est la contribution versée par les employeurs et les salariés. Donc il faut aussi le rappeler, parce qu'on a tendance à dire « Ah oui, mais les chômeurs, ils se complaisent dans leur situation ». Non, non et non. Ils le subissent, et je tiens fortement à le rappeler. Après, il y a aussi un gros problème d'investissement dans la formation. Il faut, on parle de recrutement, pour avoir de l'emploi, il faut aussi qu'on ait des gens qui soient qualifiés, qui soient formés. Sauf qu'on voudrait aujourd'hui qu'une personne puisse prendre un poste et qu'elle soit opérationnelle dans l'immédiat. Eh bien non, il faut, anticiper, et deux, investir massivement sur la formation, mais tout au long de la vie, si on veut garder les compétences. Justement, Francis Charbonnel, alors c'est un problème de chômage, mais est-ce que c'est aussi un problème de compétences pour recruter? Je crois qu'il y a à peu près un patron sur 2 qui dit peiner à embaucher. On est dans ce cas-là, donc pas assez de gens qui sont qualifiés pour travailler. Je suis d'accord sur la formation, mais une vraie formation. Parce que si vous voulez, quand vous avez des gens qui passent dans l'entreprise peu de temps, comme nous, ils ont droit aussi à des crédits formation. Je suis pas sûr que de faire former 4 heures à l'anglais quelqu'un, il va savoir parler anglais à la fin, parce qu'il a droit à 4 heures. Voilà. Donc ça pour moi, en fait, les seuls qui gagnent de l'argent là-dedans, ce sont les boîtes de formation. Tant mieux pour eux, ça fait des gens qui travaillent. On est très heureux, mais ça ne produit pas, ça ne sert à rien. Donc, soit on investit dans de la formation, mais on prend quelqu'un de A et on l'amène à Z, et là, effectivement, il va pouvoir trouver un emploi qualifié, et aussi, il va peut-être falloir que certains fassent des efforts. Peut-être qu'ils voulaient être pilotes de ligne et ils ne le seront pas, et peut-être qu'il y a des métiers qui sont ouverts, et aussi, il faut savoir s'adapter à la situation. Moi, je dis souvent, les dinosaures n'ont pas su s'adapter, ils sont morts. Donc, si on continue à dire, non, on ne veut pas faire ce boulot parce que moi, je ne veux pas faire ce travail, je réponds à ce que vous disiez, parce qu'il y a quand même aussi des métiers qui n'arrivent pas à embaucher. Alors, on s'est beaucoup moqué de Macron qui a dit « Moi, je traverse la rue, je trouve du boulot dans une brasserie ». Mais c'est vrai. Alors, je dis pas que c'est la panacée, mais au moins, quand on a vraiment envie de travailler, quand on a envie de s'en sortir, il y a aussi des gens qui ont des possibilités. Et moi, j'ai des amis qui sont restaurateurs, et notamment en montagne, qui peinent à recruter. Alors, c'est vrai, c'est pas facile, faut se lever, bosse le dimanche et tout. Oui.
Sauf qu'il y a du boulot, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a quand même aussi des postes qui sont pas pourvus. Il y a un nombre d'annonces qui sont pas pourvues. Si on enlevait les annonces qui sont pas pourvues du nombre de chômeurs, déjà, je pense que le taux de chômage baisserait. Alors, je suis d'accord. Il ne s'agit pas de proposer n'importe quoi à n'importe qui, mais quand même, il faut aussi que certains fassent des efforts. Moi, je suis d'accord avec vous. Le chômage, il n'est pas volontaire. Là-dessus, on est d'accord. C'est subi et c'est dommageable. Et l'entreprise ne licencie pas par plaisir, parce qu'on parle des grands groupes, des actionnaires. Là, nous, on défend les PME. Les PME, elles n'ont pas des actionnaires partout, elles ne distribuent pas des dividendes partout. Juste, on est proche de nos salariés. Moi, la porte de mon bureau, elle est ouverte, je connais tout le monde. Problème de qualification. Donc oui, dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes pour les demandeurs d'emploi, de logement, de transport, parce qu'on sait aujourd'hui que ça coûte cher, et donc ça pose des problèmes de mobilité. Alors, moi, Valérie Guillaume, peut-être. Oui, alors en effet, c'est un ensemble de choses, c'est une globalité. Il faut pouvoir être proche de son lieu de travail. Il faut avoir les moyens de transport, il faut avoir les moyens de logement, il faut pouvoir avoir éventuellement les structures d'accueil pour les enfants, si on doit les laisser, etc. Donc c'est un tout, il faut voir les choses dans la globalité. Quand on dit qu'il faut anticiper et qu'il faut collectivement réfléchir à ça, effectivement, on est ensemble dans l'entreprise, c'est à nous, à chaque fois, de voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme amélioration, qu'est-ce qu'on peut envisager de mutualiser, y compris avec d'autres entreprises, avec d'autres salariés, pour aménager ces possibilités et pour se donner des vrais moyens de garder la compétitivité, d'être employable à tout moment, de pouvoir s'adapter correctement et donner une envie et un vrai sens. Yves Guédon, est-ce qu'on n'a pas oublié un peu là de parler sur cette question du chômage des seniors et des jeunes qui sont ceux pour qui les portes sont fermées, les portes du marché du travail? Je voudrais juste répondre quand même à M. Charbonnel. Aujourd'hui, ça représente à peu près, les offres d'emploi non pourvues, c'est à peu près 4-5% du nombre des demandeurs d'emploi. C'est à peu près 300 000 offres d'emploi non pourvues. Et il y a, encore une fois, 6 400 000 chômeurs officiels, privés d'emploi. Vous voyez, ça représente quand même pas grand-chose. Alors, ne serait-ce que, si on arrivait à faire, je suis d'accord, si on arrive déjà à pourvoir ces 200 000 offres d'emploi, bien sûr, mais ma collègue, Mme Guillaume l'a déjà pas mal expliqué, comment des gens qui gagnent 500-600 euros par mois aujourd'hui, qui n'ont pas de voiture, ou ici ils ont une voiture, ils n'ont pas de quoi mettre de l'essence dans la voiture, comment voulez-vous leur demander de faire 50-100 km? On leur dit, soyez mobiles, vous voyez? Donc, c'est là qu'il faut tout revoir. Et, encore une fois, c'est un problème global. Il faut redonner les moyens aux précaires aujourd'hui de se former et ensuite de trouver un travail, mais un véritable travail. Encore une fois, trop souvent, c'est le travail, c'est à l'heure, à petite semaine. Vous voyez, ça va pas, ça. Si on veut que les gens s'engagent, ça veut dire qu'ils doivent s'investir. Ils doivent investir peut-être dans une voiture, investir. Mais pour ça, il faut qu'ils sachent que l'emploi va pas durer quelques semaines, il va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout ça est tout à revoir si on veut vraiment avancer dans ce domaine-là. Oui, mais Noël je vais vous donner encore un exemple. Laissez-lui, il va vous Non, répondre. mais je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que, encore une fois, on est d'accord sur le fond. Mais il y a la réalité de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, vous avez une entreprise qui va avoir peu importe, qui va avoir un bon de commande, qui va faire face à un surcroît d'activité dans l'industrie, dans tout ce que vous voulez. S'il ne peut pas embaucher ponctuellement pour produire, comment il fait? Alors, vous me dites c'est des contrats courts. Bien sûr, on est d'accord, c'est dommage. On préférait tous que ce soit des contrats longs. Mais à côté de ça, on arrive à embaucher des gens pendant quelques temps, ça peut leur donner un petit coup de main. Si les gens sont bons, s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, je vous dis ça parce que ça a été le cas chez nous, dans une autre expérience, parce que moi j'ai été salarié pendant très longtemps. J'ai créé mon entreprise sur le tard. Et donc, c'est une occasion de faire un bon effet, c'est une occasion de mettre le pied à l'étrier. Alors ça ne marchera pas pour tout le monde, on est d'accord. Mais en attendant, c'est quand même un démarrage. Et je lutte contre le fait de dire on va punir les entreprises qui prennent des contrats courts. Parce qu'on ne prend pas des contrats courts. On arrive à la fin de l'émission. Non, mais on ne prend pas des contrats courts pour se faire plaisir. On ne prend pas des contrats courts pour pénaliser les. On prend des contrats courts parce qu'on en a besoin. Tout simplement. Alors, dernière question peut-être à Valérie Guillaume, justement sur cette question des contrats courts qui font partie, je crois, des propositions de la CFDT qui s'appelle le pouvoir de vivre. Oui. Alors en effet, nous on est tout à fait favorable à ce qu'ils soient plus taxés parce que ça a un vrai coût, y compris pour l'UNEDIC.
Et on ne peut pas envisager d'avoir des projections dans l'avenir. Pour personne, ni l'employeur ni le salarié peut se projeter quand on nous dit, ben voilà, on vous propose une journée de travail, ben on commence comme ça. Ben non, il y a peut-être moyen de réfléchir, de se regrouper pour faire en sorte que les contrats, les salariés, ils peuvent être multi-employeurs et ils ne sont pas forcément opposés à être multi-employeurs, mais la réflexion, elle doit être vraiment collective, il y a plein de choses à faire et nous, on est tout à fait contents que sur les contrats courts, ça soit enfin sanctionné. Alors il y aura... Alors, le mot sanction, je suis désolé, mais ça, c'est pas un mot qui est acceptable. Les sanctions, ça veut dire qu'on a fait une faute. Je suis désolé, il n'y a pas de faute. Il y a simplement une adaptation à la réalité du quotidien. Donc le mot sanction, j'ai été d'accord avec vous jusque-là, mais ce mot, je ne l'accepte pas, parce qu'on n'a pas à être sanctionné, on n'a pas fait de faute, et encore une fois, on fait ce qu'on peut. Alors ça sera vraiment la phrase de fin, très rapidement. Je pense également qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'en France notamment, il faut reconquérir notre marché intérieur. Et ça, encore une fois, c'est pas du tout se replier sur soi-même. On ne peut plus accepter aujourd'hui, d'un point de vue social et écologique, que des produits qu'on peut fabriquer en France viennent de 10 000 km, qui produisent du CO2 et en même temps qui pourraient, au contraire, créer de l'emploi véritable. Encore une fois, aujourd'hui, la partie écologique et sociale est très liée. Plus que jamais, c'est lié. C'est des véritables défis aujourd'hui que nous devons tous relever. Je suis d'accord. Et je voudrais juste terminer par une chose, parce que tout à l'heure, on parlait de la fiscalité. Mais la fiscalité, aujourd'hui, pour les entreprises, elle ne se résume pas simplement à la fiscalité de la France. Il y a une concurrence sur le marché du travail qui est énorme, puisque la fiscalité dans nos partenaires européens, la fiscalité ou tout du moins la taxation du travail, n'est pas la même. Et donc, si on veut être compétitif, il faudrait peut-être qu'il y ait une harmonisation au niveau européen du coût du travail, parce que là, on pourrait discuter sur des choses qui sont égalitaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui pénalise les entreprises françaises. Tout à fait. Bien, je vous remercie tous les trois, vraiment merci. Toute façon, le débat, il va se poursuivre, parce qu'il va y avoir des négociations, et au mois de juin, des annonces du gouvernement, dont nous en reparlerons. Merci à tous. Merci également à Aurélie Albert pour vos éclairages. Au programme dimanche prochain, le cyberharcèlement, une proposition de loi vise en effet à lutter contre les propos haineux, injurieux, discriminants sur Internet via les réseaux sociaux. Débat animé par Alexandre Rosegard. Très bon dimanche à toutes et à tous. À bientôt.